Bonjour à toutes et tous. C'est la première conférence 2025. Donc nous poursuivons ce cycle de conférences des ouvertures autour de la nourriture, comprendre et mieux se nourrir. Et donc aujourd'hui, les conférenciers de ce jour vont aborder le thème du gras dans l'assiette et de ses effets délétères sur le cerveau. Bon, pour tout vous dire, on pensait qu'après les fêtes, c'était pas mal, plus approprié qu'avant, disons. On culpabilise moins. Voilà. Donc je vais vous dire quelques mots sur les personnes qui vont vous parler du gras dans l'assiette. Donc tout d'abord, monsieur Bruno Guillard, qui, après l'obtention d'une thèse en neuropharmacologie en 2005, à Paris Sud, sur les circuits neuronaux impliqués dans le contrôle des émotions et la réponse aux antidépresseurs. Il réalise un postdoctorat à l'université d'Ottawa, donc au Canada, et il explore l'influence des facteurs génétiques et environnementaux sur l'efficacité des traitements. Ensuite, il est recruté en tant que maître de conférence en 2007 à la faculté de pharmacie, toujours à Paris Sud, et il développe des recherches interdisciplinaires alliant pharmacologie, épidémiologie et psychiatrie. Il obtient son HDR, donc habilitation à diriger des recherches, en 2011 sur le rôle des cellules gliales, dans le mécanisme d'action des antidépresseurs. En 2013, il rejoint notre université au sein du CRCRA, qui est le centre de recherche sur la cognition animale, pour étudier l'impact des antidépresseurs sur la mémoire et les maladies neurodégénératives avec des financements académiques et industriels. Il est nommé professeur en 2019 à la faculté de pharmacie de Toulouse. Il prend en charge des enseignements en pharmacologie et mène des recherches sur l'influence de l'exposome, facteurs environnementaux, sur les troubles de l'humeur. Il collabore avec le CHU de Toulouse pour adapter ses résultats aux soins psychiatriques. En 2004, enfin, il cofonde un LabCom avec la société Rest Therapeutics pour développer des traitements innovants sur les pathologies liées au stress. Ah, il y a du boulot, je pense. Je plaisante. Alors, deuxième intervenante, Camille Champigny. Alors, on aime bien faire ces duos, et donner la parole aux jeunes chercheurs. Et donc, Camille Champigny, après l'obtention d'un master en physiopathologie dans notre université en 2020, elle a réalisé une thèse en sciences du vieillissement et gérosciences sous la direction de la professeure Noé Davezac et de la docteure Sophie Guyonnet. Soutenue en décembre 2024, donc tout récemment, et bravo. Sa thèse portait sur le rôle du métabolisme oxydatif dans les trajectoires du vieillissement. Ces recherches menées au CRCA, donc toujours le centre de recherche sur la cognition animale, puis au laboratoire Restore, visaient à comprendre comment la résilience du métabolisme oxydatif face aux défis pro-oxydatifs influence la robustesse des systèmes biologiques au cours du vieillissement. Elle a adopté une approche translationnelle en analysant ces mécanismes à différentes échelles, moléculaires, cellulaires, tissulaires et cliniques, et en utilisant divers modèles, dont des pathologies neurodégénératives et des fibroblastes cutanés de personnes âgées. À présent, elle continue des travaux initiés au cours de sa thèse avec la professeure Noélie Davezac, portant sur l'étude du métabolisme oxydatif chez l'homme, et dans l'unité de recherche Restore en tant que post-doctorante. Voilà, je vous laisse la parole et à plus tard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, de vous présenter ce sujet passionnant et surtout nos travaux de recherche en essayant de les vulgariser un maximum de manière à vous amener avec moi jusqu'au bout de cette présentation. Alors, pour commencer et pour raccrocher avec le titre du gras dans l'assiette, des effets sur le cerveau, donc je vais vous parler de gras,
Mais pour replacer les choses dans leur contexte, il faut quand même bien souligner le fait que quand on parle de gras, il y a deux types de gras. Il y a les acides gras saturés, ceux qui sont considérés comme mauvais parce qu'ils augmentent le mauvais cholestérol. Et vous avez ici sur la gauche de l'assiette ce qui représente les acides gras saturés et qui sont eux pas idéaux pour notre santé. Et puis vous avez au contraire les acides gras insaturés qui eux ont la faculté de diminuer le mauvais cholestérol et donc ce sont ceux-là qui sont plutôt considérés comme bons. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler des acides gras saturés, ceux qui ne sont pas bons pour la santé. Et ils ne sont pas bons pour plusieurs raisons que vous connaissez déjà. Alors, moi je vais le faire comme ça, si ça passe. Oui. Parce que ce type de gras entraîne un certain nombre de pathologies, alors bien sûr de l'obésité, mais aussi des troubles cardiovasculaires, une stéatose hépatique et des maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Et puis, plus récemment, il y a des études qui montrent, et c'est le travail sur lequel nous on s'est focalisé, qu'une alimentation de ce type, déséquilibrée, peut impacter le cerveau et le fonctionnement du cerveau et des fonctions régulées par cet organe. Voilà, donc je vais vous parler de diabète de type 2 et d'interaction avec le cerveau. Alors, ce sujet intéresse les scientifiques depuis un certain nombre d'années, et vous avez ici un résultat d'une étude épidémiologique de 2001 qui représente le taux, la prévalence de patients dépressifs en fonction de leur statut métabolique. Et vous pouvez voir que chez les patients non diabétiques, on a un taux qui est à peu près dans la population générale de 14%, c'est ce qui est estimé dans le monde. 14% de la population va développer une dépression au cours de sa vie. Et on s'est aperçu à la faveur de ces études que le diabète pouvait doubler ce risque de développer des troubles de l'humeur, des dépressions. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que ce doublement du risque de dépression n'est pas restreint à une région de la Terre, mais vous pouvez voir ici que quel que soit le territoire, quelle que soit la région du monde, c'est vrai, on a à chaque fois, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, on a à chaque fois un risque plus élevé de développer des troubles de l'humeur lorsqu'on est diabétique. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce lien. D'abord des aspects comportementaux. Lorsqu'on est diabétique, on a un rythme de vie particulier. Il y a la sédentarité qui s'installe et cette sédentarité, elle est peut-être propice à développer des épisodes dépressifs parce qu'on se coupe de la société, on a un lien social qui est limité et donc c'est favorable à un terrain dépressif. Le fait de perdre de l'énergie et ne pas faire d'exercice physique, c'est aussi favorable à développer des dépressions. L'anxiété liée à une pathologie chronique, c'est aussi un facteur qui peut conduire à développer des troubles de l'humeur. Donc ça, ce sont des facteurs comportementaux, puis il y a aussi des facteurs biologiques qu'on retrouve à la fois chez des patients diabétiques et chez des patients déprimés. Par exemple, une perturbation du système sympathique, de l'inflammation ou de la neuroinflammation et des forts taux de cholestérol. Donc il y a tout un tas d'arguments, qui soient comportementaux, biologiques, qui peuvent expliquer qu'il y ait une comorbidité entre les deux pathologies métaboliques et psychiatriques. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est un marqueur particulier dans la maladie diabétique, c'est l'insuline, la résistance à l'insuline. C'est un marqueur majeur de cette pathologie, et on s'est posé la question de savoir si ce marqueur-là ne pouvait pas être le lien, ne pouvait pas expliquer les troubles comportementaux qu'on observe quand on est dépressif, et je vais vous présenter ces aspects-là. Est-ce que c'est le lien manquant entre les deux pathologies ? Alors, ce qui nous a conduit à poser cette hypothèse, c'est quand même des études qui montrent que lorsqu'on étudie les symptômes dépressifs ou anxieux et qu'on essaie de les corréler ou de les associer avec des paramètres métaboliques, celui qui sort le plus, c'est cet état d'insulinorésistance qui corrèle ou qui s'associe avec des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, on a voulu, nous, à travers nos expériences en laboratoire chez la souris, essayer d'étudier ce lien entre l'insulinorésistance induite par le diabète et les troubles de l'humeur ou en tout cas les comportements associés aux troubles de l'humeur chez l'animal. Donc c'est facile d'induire un diabète de type 2 chez la souris. Il suffit de leur donner à manger la partie gauche de mon assiette, concentrée dans des tout petits pelets. Ce sont des pelets de nourriture gras, avec des acides gras saturés.
Et ensuite, on sait très bien que lorsqu'on expose ces animaux pendant plusieurs semaines à du gras, ces animaux développent progressivement une insulinorésistance. Alors, cette insulinorésistance, elle est extrêmement bien caractérisée dans les tissus périphériques, dans le foie, dans les muscles, dans le tissu adipeux, par exemple. Et nous, on a voulu déterminer si cette insulinorésistance, donc corrélée, comme on l'a vu un peu chez l'homme, avec des anomalies comportementales. Donc, on a soumis des animaux à un régime gras pendant plusieurs semaines, 12 semaines, 16 semaines. Je vais vous présenter les résultats les plus représentatifs, les plus significatifs, mais pendant 16 semaines, qu'est-ce qu'on observe chez ces animaux? Alors sur cette diapo, on n'a rien inventé sur cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'on est capable d'induire chez des animaux un diabète qui se traduit par un certain nombre de paramètres. Vous voyez par exemple en gris, vous avez les animaux nourris avec un régime standard, contrôle, et en noir avec un régime gras. Et ce qu'on voit, c'est que naturellement les animaux développent une obésité, c'est le premier graphique. J'aimerais bien. Hop. Bon, c'est le premier graphique. Et ensuite, on voit aussi une augmentation de la glycémie à jeun, caractéristique d'un diabète. Et puis, sur le troisième graphique, sur la cinétique que vous voyez, on a fait une expérience particulière. On injecte aux souris une forte dose de glucose et on regarde dans quelle mesure ils sont capables de la réguler. Et vous voyez que la courbe noire elle est au-dessus de la courbe grise, ce qui montre que ces animaux ne régulent moins bien le glucose, la surcharge de glucose qu'on a injectée, et ça traduit une insulinorésistance. Donc on a des animaux avec un certain nombre de paramètres métaboliques qui sont perturbés, et on a créé un score qui s'appelle un score composite, qui intègre au sein d'une même valeur d'un seul score l'ensemble de ces paramètres. Et vous allez voir tout à l'heure l'intérêt de le faire. Donc ce qu'on a montré, c'est que ce score-là, métabolique, plus la valeur est élevée, plus les animaux sont perturbés d'un point de vue métabolique et donc sont insulino-résistants. On voit bien qu'après 16 semaines, il y a des différences significatives énormes. Et donc ensuite, on a mis en place une batterie de tests comportementaux chez la souris pour voir si leur comportement, leur émotion pouvaient être altérées. Alors c'est une des spécialités du CRCA, c'est de pouvoir phénotyper des animaux et les phénotyper à travers différents tests comportementaux qui récapitulent les symptômes de la dépression. Alors je vous en cite quelques-uns, je vous en montre quelques-uns rapidement. Par exemple, quand on est déprimé, on développe une anxiété importante. Et cette anxiété, on est capable, nous, de la sonder chez les animaux à travers un test qui s'appelle le labyrinthe en croix. C'est un test dans lequel les souris se promènent et vous voyez, c'est une croix avec des murs ou des couloirs sans murs. Et en fait, les souris évitent les couloirs sans murs parce qu'elles ont peur de ce compartiment. Et ce qu'on mesure, c'est le temps qu'elles passent dans ses bras sans murs. Et si le temps diminue dans ses bras sans murs, ça signe une anxiété. C'est exactement ce qu'on a vu chez les groupes High Fat Diet qui ont reçu le régime gras. On a une diminution du temps passé dans les bras ouverts, donc ce qui signe une anxiété importante. On a aussi un test de résignation. Les patients déprimés sont résignés. Et donc le test de résignation chez la souris standard, c'est de prendre la souris par la queue et de vérifier si la souris se débat ou au contraire abandonne dans cette situation non confortable. Là, on n'a pas vu de différence entre les deux groupes. Il y a un autre test qu'on a mis en place, c'est le test de splash test. Ça reprend un autre symptôme de la dépression qui s'appelle l'incurie. Est-ce que les souris prennent soin d'elles ou pas? C'est ce qu'on voit aussi chez les patients déprimés. Ces patients-là prennent moins soin d'eux. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on souille le pelage et on regarde si les souris se toilettent de manière à récupérer un pelage soyeux au bout de 5 minutes. Et on voit que les souris diabétiques, insulino-résistantes, se toilettent moins bien. Alors, on a également créé un score composite de l'ensemble de ces tests comportementaux, et vous allez comprendre pourquoi. Ça veut dire que pour chaque souris, je suis capable de lui attribuer un score métabolique, de perturbation métabolique, et un score de perturbation comportementale qui rappelle la dépression. Et donc, on a essayé de corréler ces deux scores. Vous avez ici en abscisse le score métabolique, et en ordonnée le score émotionnel. Et ce qu'on voit, si je prends l'individu le plus à droite de ma courbe, vous voyez un individu avec un score métabolique très dégradé, et c'est celui qui correspond à l'animal qui a le score comportemental le plus dégradé aussi d'un point de vue dépression. Et au contraire, ceux qui ne sont pas dégradés d'un point de vue métabolique n'ont pas d'état dépressif, pseudo-dépressif, puisqu'on parle de l'animal. Voilà, ça c'était un premier travail qu'on a réalisé en 2016, ça a été un travail fondateur parce que ça nous a poussé à investiguer les mécanismes sous-jacents et ce que je vais vous présenter dans les diapos qui suivent. Juste, j'ouvre une simple parenthèse sur un travail intéressant qu'on a mené, parce qu'on peut tous se dire, oui, bon finalement,
moi je mange du gras, mais ça n'engage que moi. Mais non, finalement, ça n'engage pas que vous. Et là, je m'adresse, je ne sais pas s'il y a des jeunes hommes en âge de procréation. Regardez le type d'expérience qu'on a réalisé au laboratoire. On a pris des souris mâles et à qui on a donné un régime high-fat diet pour les rendre diabétiques. Et on a organisé un rendez-vous entre les souris mâles high-fat diet et des souris femelles qui, elles, ont eu un régime équilibré toute leur vie. Donc ça a marché, il y a eu une reproduction et des bébés sont nés de ce couple. Et on a attendu que les bébés grandissent. Et une fois qu'ils sont devenus adultes, on a phénotypé ces animaux d'un point de vue métabolique et d'un point de vue comportemental. Et on a fait ça sur plusieurs générations. Et voilà le premier résultat qu'on a observé, c'est la première génération en jaune. Vous voyez la courbe de poids, par exemple, où on voit que les animaux naissent spontanément plus gros que des animaux qui seraient issus d'un couple dont le père et la mère ont mangé un régime équilibré. Et puis, on a vu qu'il y avait d'autres paramètres métaboliques qui étaient perturbés. Et ensuite, en dessous, je ne peux pas les décrire un par un, mais il y a aussi des paramètres comportementaux qui traduisent un état dépressif chez la souris. Donc ça veut dire que les bébés issus de papas qui ont mal mangé, qui se sont mal nourris, développent spontanément des troubles métaboliques et neurocomportementaux de type dépressif. Alors un autre résultat encore plus marquant, c'est que si on continue à faire ce protocole-là au cours des générations, la génération F3 présente les mêmes anomalies, voire encore plus aggravées. Et donc on aggrave ce problème de génération en génération. Donc ça veut dire qu'il y a des victimes collatérales aux personnes qui mangent du gras. Leurs descendants peuvent développer des troubles métaboliques et psychiatriques. Alors je vous ai dit que l'insulinorésistance était un mécanisme qui se mettait en place dans les tissus périphériques, le foie, le tissu adipeux, le muscle. Nous, on s'est posé la question de savoir si cette insulinorésistance pouvait aussi avoir lieu dans le cerveau. L'insulinorésistance, c'est une faible réponse de l'insuline par un tissu donné. Et pour mettre en évidence une insulinorésistance dans le cerveau, il a fallu d'abord démontrer l'existence des récepteurs à l'insuline dans le cerveau, et c'est le cas. Les récepteurs à l'insuline sont présents dans le cerveau, c'est une hormone périphérique, mais ces récepteurs sont dans le cerveau. Et on a essayé de déterminer si l'insulinorésistance pouvait avoir lieu dans le cerveau. Alors comment on fait ça? De manière très simple. Vous avez ici un schéma d'un récepteur à l'insuline. Et ce qui caractérise un récepteur activé de l'insuline, c'est qu'il se phosphoryle. Et cette phosphorylation, en laboratoire, on est capable de l'évaluer de la manière suivante. On stimule les animaux avec de l'insuline, on leur injecte de l'insuline, et on regarde si le récepteur se phosphoryle comme marqueur d'activation du récepteur. Et vous avez ici... Alors, est-ce que... Ouais. Vous avez ici... Oh non, on ne voit pas. Vous avez ici... Hop, je me mets là. Vous avez ici un marqueur d'activation du récepteur à l'insuline chez des animaux qui ont reçu un régime normal. Et ensuite, avec un régime high-fat diet, on perd la phosphorylation, ce qui traduit le fait que le récepteur à l'insuline n'est pas activé. Donc on a bien une insulinorésistance cérébrale chez des animaux nourris avec un régime high-fat diet. Donc cette partie gauche de l'assiette produit une insulinorésistance centrale. Alors, ensuite, l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette insulinorésistance centrale peut impacter des circuits neuronaux qui sont impliqués dans les émotions? Et vous avez tous et toutes entendu parler d'une hormone, on parle de l'hormone du bonheur, c'est la sérotonine. C'est une hormone qui contrôle nos émotions, qui, lorsqu'elle est élevée, fait qu'on est en bonne santé mentale, et au contraire, lorsqu'elle diminue, on est plutôt dans un état déprimé, voire anxieux. Et donc nous, au laboratoire, on est capable de récupérer des neurotransmetteurs du cerveau de souris, qu'elle soit contrôle ou soumise à un régime gras, et de doser cette hormone du bonheur. Voilà, c'est une technique qui s'appelle la microdialyse intracérébrale. On recueille des échantillons dans le cerveau des souris. Et ce qu'on a pu noter, c'est que les taux de sérotonine chez les souris qui avaient reçu un régime, qui ont mangé un régime gras, étaient divisés par 2. Donc on a essayé d'investiguer les mécanismes sous-jacents à cette diminution. On a des problèmes de synthèse et une augmentation de la dégradation de cette hormone dans le cerveau. Donc si je fais un premier bilan de ce que je viens de vous raconter, vous avez ici un cerveau. J'ai dessiné un neurone à sérotonine, un neurone de cette hormone du plaisir, du bonheur. Chez des sujets qui mangent de manière équilibrée, cette hormone est libérée de manière naturelle. Par contre, lorsqu'on mange gras,
il y a une diminution de la synthèse de la libération de cette hormone, ce qui est probablement à l'origine du comportement des souris, du comportement de type anxieux-dépressif. Donc ça nous a posé un certain nombre de questions, et notamment, est-ce que le récepteur à l'insuline dont je vous ai parlé, qui se désensibilise dans le cerveau, ne pouvait pas avoir un lien direct avec cette diminution de l'activité des neurones sérotoninergiques. Donc ce qu'on a fait, c'est d'essayer de faire un mapping, une cartographie du récepteur à l'insuline dans le cerveau, et notamment, est-ce que le récepteur à l'insuline serait directement colocalisé sur les neurones à sérotonine. Donc on a fait une expérience qui s'appelle du FISH, sur lequel on marque les récepteurs à l'insuline. Vous les voyez sur l'image ici. Ce sont les points verts qui correspondent aux récepteurs à l'insuline. Et puis en rouge, on a marqué les neurones à sérotonine. Et vous voyez que sur certaines cellules sérotoninergiques qui fabriquent de la sérotonine, on a des récepteurs à l'insuline. Donc, il y a probablement un lien entre l'insulinorésistance et le fait que les neurones à sérotonine produisent moins de sérotonine pour induire un comportement de type dépressif. Ensuite, on s'est posé la question, mais quel est le rôle, si le récepteur de l'insuline est sur ces neurones à sérotonine, quel est son rôle? Et on a donc pris des neurones à sérotonine, on leur a déposé de l'insuline, puisqu'il y avait le récepteur de l'insuline sur ces cellules, et on a vu que dans 2/3 des cellules, l'insuline avait un rôle excitateur. Un rôle excitateur, activer les neurones à sérotonine, donc activer les neurones de l'hormone du bonheur. Par contre, si on fait la même expérience chez des souris qui sont nourries avec un régime high-fat diet, l'insuline n'est plus capable de stimuler l'activité des neurones à sérotonine. Et donc, on a vraiment un lien direct qui montre que lorsqu'on est diabétique, insulinorésistant dans le cerveau, ce récepteur à l'insuline qui est situé sur les neurones à sérotonine ne permet plus de promouvoir la libération de sérotonine, de cette hormone du bonheur. Alors là aussi, ça nous a ça nous a engagé sur certaines voies de recherche, et on a pris le chemin inverse en se disant, si on est insulino-résistant dans le cerveau et que ça provoque des troubles de l'humeur, est-ce qu'au contraire, en resensibilisant le récepteur à l'insuline, on pourrait espérer avoir une amélioration de nos comportements et de notre humeur? Donc c'est une autre partie de notre travail qui a consisté à traiter des souris soumises à un régime diabétique, qui induit de l'insulinorésistance, avec un antidiabétique. Et l'antidiabétique le plus connu, le plus prescrit, c'est la metformine. Donc on a validé le fait que la metformine avait des effets bénéfiques d'abord sur le métabolisme des souris, et vous voyez que vous avez en noir les animaux diabétiques avec le high-fat diet et tous les paramètres métaboliques qui y sont perturbés. Et dans la majorité des cas, on a une amélioration des paramètres métaboliques grâce à l'antidiabétique. Donc là aussi, on n'a rien inventé, c'est juste qu'on a validé que le traitement antidiabétique fonctionnait chez nos souris. Et vous voyez sur la dernière courbe, où on fait une surcharge de glucose, vous voyez que les animaux diabétiques ne régulent pas la glycémie avec les ronds noirs. Par contre, sous metformine, on restaure une régulation normale de la glycémie. Donc on a un médicament qui fonctionne bien sur le point de vue métabolique. Est-ce qu'il a aussi des effets bénéfiques comportementaux? C'était l'hypothèse. Donc on a refait les tests que je vous ai présentés tout à l'heure pour montrer un état pathologique, et on a montré que dans la majeure partie des tests dans lesquels les souris ont été évaluées, on a une amélioration de leur comportement. Alors je vais juste vous montrer un test, puisque je vous parle de souris, vous voyez au moins une souris se comporter. Un test dans lequel on évalue l'anxiété des souris. C'est un test qui s'appelle le test d'alimentation supprimé par la nouveauté. Je vous explique en 2 mots le principe. Donc la souris que vous voyez là à l'écran, elle n'a pas mangé pendant 24 heures et donc elle a faim. Elle a perdu 10% de son poids, et ce qu'on lui propose, c'est de la nourriture au milieu de la cage. Et pourquoi au milieu de la cage? Parce que c'est un endroit que la souris déteste. Elle n'aime pas aller au milieu de la cage, elle a peur d'être prise par un prédateur. Et donc pour la souris, il y a un conflit entre la faim, elle a perdu du poids, et la peur de récupérer la nourriture. Et ce qu'on mesure, c'est le temps que met la souris pour récupérer la croquette. Et vous voyez sur le graphique de gauche, donc vous voyez sur le film que la souris la voit la croquette, mais elle hésite à aller la manger. Une souris qui est déprimée, elle a de l'anxiété élevée, elle ne va pas se nourrir sur les 10 minutes du test. Par contre, lorsqu'on resensibilise le récepteur à l'insuline, son anxiété est diminuée
et elle va finalement récupérer de la nourriture pour manger. Donc c'est un test qui permet d'évaluer le comportement de la souris et notamment l'effet anxiolytique de la molécule. Donc on a fait tout un tas de tests pour montrer que effectivement, quand on resensibilise le récepteur à l'insuline, on a une amélioration du comportement des souris. Donc ça, c'est encourageant. Est-ce que cette amélioration s'accompagne d'une amélioration de l'activité des neurones sérotoninergiques? Oui, c'est le cas. Vous voyez ici en gris des souris contrôle et l'activité électrique des souris contrôle, des neurones sérotoninergiques des souris contrôle. Et puis cette activité est diminuée chez les animaux high fat diet, comme attendu. Et c'est complètement aboli chez des souris qui auraient reçu l'antidiabétique. Voilà. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'émotions. Est-ce que les troubles métaboliques induits par le high fat diet se limitent à des perturbations de nos émotions? Non. On a aussi la possibilité au CRCA d'évaluer le comportement des souris en termes de cognition et de capacité cognitive, mnésique, et on a évalué leur mémoire. Et ce que vous voyez sur le graphe de droite, c'est l'effet du high fat diet sur les capacités mnésiques de mémoire des souris. Et on voit que le high fat diet diminue les capacités de mémorisation de la souris. Par contre, si on met notre antidiabétique, on a une récupération normale de la mémoire. On a également testé une autre stratégie insulino-sensibilisatrice qui est aussi efficace qu'un traitement antidiabétique, c'est l'activité physique. Si vous mettez des souris sous high fat diet, mais en même temps vous leur proposez une roue d'activité, ben, ça les protège de troubles cognitifs. Et c'est intéressant parce que ce soit la metformine ou l'activité physique, on sait que ce sont deux stratégies qui sont insulino-sensibilisatrices. Donc je vous fais, avant de conclure, je vous fais un bref récapitulatif de mes résultats, de nos résultats. On a identifié le récepteur à l'insuline sur les neurones sérotoninergiques et ce récepteur peut devenir résistant dans des cas de diabète, dans des cas d'une alimentation déséquilibrée. C'est ce que j'ai traduit sur le deuxième schéma avec une croix sur le récepteur à l'insuline. Et cette insulino-résistance conduit à une diminution de la libération de la sécrétion de l'hormone du plaisir, du bonheur, et ce qui est à l'origine des troubles comportementaux. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on resensibilise ce récepteur en récupérant une activité alimentaire, une hygiène alimentaire ou une activité physique ou des traitements insulino-sensibilisateurs, le récepteur à l'insuline se remet à fonctionner et permet de récupérer une activité normale des neurones sérotoninergiques. Voilà, je vais terminer juste en vous présentant une perspective de ce travail. On essaie de comprendre maintenant, une fois que la sérotonine est régulée, à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions expérimentales, est-ce qu'elle a d'autres impacts, et notamment sur un processus important du cerveau qui s'appelle la neurogénèse. La neurogénèse, c'est un processus au cours duquel de nouvelles cellules neuronales, à partir de cellules souches, se forment dans notre cerveau, même nous, chez les adultes. Il y a une région du cerveau dans laquelle les cellules se reproduisent, se prolifèrent et deviennent des neurones. Et je vous parle de ce processus parce que ce processus est extrêmement contrôlé par la sérotonine. Et donc, ce qu'on essaie de voir, de prouver, c'est que lorsqu'on est en condition diabétique, d'insulino-résistance et que les neurones à sérotonine fonctionnent moins bien, probablement que ce processus de neurogénèse, de plasticité cérébrale est perturbé. Et au contraire, si on stimule les neurones à sérotonine via le récepteur à l'insuline, probablement qu'on stimulera ce processus de plasticité cérébrale, la formation de nouvelles cellules qui seront à l'origine d'amélioration des capacités cognitives et émotionnelles. Voilà, donc je termine en vous présentant les messages clés de cette présentation. Oui, le diabète est un facteur de risque de la dépression parce que s'installe une insulino-résistance cérébrale, et notamment dans les neurones à sérotonine, et que cette insulino-résistance impacte la libération d'hormones et la plasticité cérébrale. Un autre message important, c'est celui que j'ai évoqué en disant que cette comorbidité peut être transmise à la génération suivante et exagérée, accentuée d'une génération à l'autre. Et enfin, le point positif, c'est de se dire que rien n'est irréversible et qu'on peut agir, on a les capacités personnelles d'agir sur notre métabolisme et donc sur notre humeur, en rééquilibrant notre alimentation et en faisant en sorte que avec une alimentation équilibrée et une activité physique soutenue, on peut sortir du lit et se remettre à fonctionner de manière normale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Donc bonjour à tous, je vais prendre la suite de Bruno et je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse. Et je vais, toujours dans cette continuité, parler des effets délétères du gras sur le cerveau. Donc comme il vous a déjà un petit peu présenté juste avant, une alimentation déséquilibrée peut avoir de nombreux effets néfastes comme la résistance à l'insuline, la neuroinflammation, entraîner l'apparition sur du long terme de certaines maladies comme la maladie de Parkinson ou Alzheimer. Là où lui a fait le focus notamment au niveau de tout ce qui est dépression et anxiété, et aussi les différents troubles cognitifs. Et en fait, au cours de ma thèse, j'ai fait le focus sur un mécanisme sous-jacent à ce que peut entraîner le déséquilibre alimentaire, et notamment le déséquilibre du métabolisme oxydatif par l'apparition de ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc en fait, le mécanisme oxydatif peut se définir comme l'ensemble des réactions qui vont se dérouler au sein de nos cellules en utilisant l'oxygène pour former de l'énergie. Et donc cela est possible notamment grâce à un organite qui se situe dans nos cellules que l'on appelle les mitochondries et qui en fait vont avoir un rôle d'usine et vont produire l'énergie nécessaire aux cellules. Donc là, je vais vous passer les détails, mais globalement, par une succession de réactions, les mitochondries vont être capables de former de l'ATP, qui est en fait la molécule chimique, c'est la forme chimique de l'énergie nécessaire à l'ensemble de nos cellules pour maintenir nos fonctions physiologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de ce processus-là, il y a également d'autres molécules qui sont formées, et notamment ce que l'on appelle l'anion superoxyde, ou ROS. Et donc en fait, cet anion superoxyde est formé de manière physiologique dans l'organisme, puisqu'ils ont des fonctions physiologiques, notamment comme intervenant dans la signalisation cellulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que lorsque ces molécules-là sont produites en trop grande quantité, ils peuvent avoir un effet de polluant pour les cellules et entraîner des effets délétères, et notamment aller attaquer les protéines, les lipides ou encore l'ADN. Et cela va se traduire à plus grande échelle par des dysfonctions et potentiellement pouvant intervenir dans l'apparition de certaines pathologies, comme je vous l'ai dit précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cellules, finalement, elles se sont dit, s'il y a des déchets ou, comme là, des polluants qui existent, on va mettre en place des mécanismes de défense. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du métabolisme oxydatif. Il y a différentes manières de se défendre pour la cellule, et notamment, il y a une voie de détoxification de cet anion, donc du polluant que je vous présentais précédemment. Et cette défense passe notamment par deux protéines que l'on appelle les superoxydes dismutases et la catalase. Donc globalement, qu'est-ce qu'il se passe? Ces deux protéines vont prendre en charge l'anion superoxyde pour former au final des molécules d'eau et d'oxygène qui ne vont donc plus être délétères pour l'organisme. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des mitochondries aussi, c'est que c'est un organite qui est très finement régulé, notamment au niveau de sa biomasse. Donc on va avoir différents mécanismes, donc la formation de nouvelles mitochondries, donc on appelle la biogénèse mitochondriale. Il y a aussi des systèmes de recyclage qu'on appelle la mitophagie. Et il faut surtout savoir que cet organite, pour maintenir sa physiologie, est très dynamique. Et ça passe par la coordination de la fusion et de la fusion de ses membranes. Et un des acteurs principaux de la dynamique mitochondriale est la protéine OPA1 qui a un rôle très important dans le maintien de l'intégrité et donc dans la stabilité des mitochondries. Donc c'est une protéine qui se situe au niveau des membranes internes mitochondriales. Cependant, il a été identifié dans une pathologie qui s'appelle l'atrophie optique dominante, donc une pathologie neurodégénérative, que OP1, la mutation du gène codant pour OP1, était associée à l'apparition de cette pathologie-là. Et en fait, cette pathologie se traduit par une dégénérescence des cellules ganglionnaires de la rétine, pouvant entraîner par la suite une atrophie du nerf optique, puis progressivement à la perte de la vision. Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses études sur cette pathologie-là ont aussi identifié d'autres problématiques, comme des complications neurologiques extraoculaires, comme par exemple des syndromes parkinsoniens, ou de la démence. Et donc en fait, dans ce contexte-là, nous avons cherché à étudier comment la perturbation du métabolisme oxydatif, dans le cas ici d'un modèle de pathologie neurodégénérative, pouvait se dérouler. Donc,
Comme je vous le disais au début, pour maintenir la physiologie, on a cet état d'équilibre redox où on va avoir donc cette production physiologique de ROS, donc de nos polluants, et on va avoir la réponse de nos systèmes antioxydants et donc de nos défenses. Nous avons regardé dans deux modèles, donc ici des neurones corticomurins et des cellules qui sont issus de l'homme, et nous avons diminué l'expression de OPA1, donc notre protéine pouvant perturber la dynamique mitochondriale et donc sa physiologie. Et ce que l'on a observé ici dans ces travaux, c'est que cela a entraîné une augmentation de la production donc, de nos polluants au sein de la mitochondrie et qu'en parallèle, on avait une activation de nos défenses antioxydantes. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'on va avoir ce challenge par la perturbation de la physiologie mitochondriale? On va avoir l'augmentation de nos ROS, mais une réponse de nos défenses, et donc pour essayer de pallier à cette agression potentielle. Dans ce cas-là, on va être dans un état pro-oxydatif, mais qui n'est pas encore tout à fait délétère pour l'organisme. Donc suite à ça, on s'est demandé comment finalement le métabolisme allait basculer. Donc nous avons ajouté un stress supplémentaire pro-oxydant dans notre modèle de cellules ici humaines, puisqu'on voit que dans tous les cas, on a une réponse similaire entre les deux modèles. Et ce que l'on voit ici, c'est que lorsqu'on ajoute un stress supplémentaire, les défenses antioxydantes n'allaient plus être suffisantes pour répondre à ce challenge-là, et que ça se traduisait par une augmentation de la mortalité cellulaire. Donc de manière schématique, qu'est-ce qui peut se passer ici? Eh bien, lorsqu'on va avoir un deuxième stress, on va avoir une augmentation de nos ROS et finalement donc de nos polluants, et que finalement nos systèmes de défense dans les cellules ne vont plus être capables de pallier à cette augmentation-là, et c'est dans ces cas-là où on va entrer dans ce stress oxydant qui va être délétère. Donc ces premières données ont été réalisées in vitro dans des cellules en culture, et donc nous sommes naturellement demandé ce qui pouvait se passer in vivo. Donc pour ça, nous avons également utilisé un modèle de souris où elles étaient, pareil, il y avait une diminution de l'expression de la protéine à différents temps. Et en fait, ce que l'on a observé globalement, c'est que lorsqu'on n'avait plus OPA1 dans le cortex de nos souris, cela entraînait également une augmentation donc, des ROS mitochondriaux, mais qu'on avait également cette augmentation des défenses antioxydantes par l'augmentation des sols. Donc finalement, on retrouve ce que nous avons ici in vitro. Et donc si on reprend le schéma, on est dans potentiellement cet espace-là pro-oxydatif. Donc ces premières données ont permis d'établir un modèle du métabolisme oxydatif dans cette pathologie neurodégénérative. Et donc finalement, lorsqu'on va perturber la physiologie de la mitochondrie par la diminution d'OPA1, on allait déséquilibrer notre métabolisme oxydatif en faveur de la production donc, de nos polluants des ROS et en défaveur des défenses mises en place par les cellules. Et donc cela était associé potentiellement à la pathogénèse de cette maladie neurodégénérative. Et donc suite à ça, on s'est demandé pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le cerveau dans le cas de stress et notamment au niveau de l'alimentation, ce que pouvait faire un régime, une consommation prolongée d'un régime riche en gras, donc comme a pu vous le présenter Bruno précédemment, donc de type, si on veut faire de manière vulgarisée, de type fast-food, ce qui pouvait se passer, quels effets allait avoir ce régime-là sur la fonction mitochondriale dans le cerveau via le déséquilibre ou non du métabolisme oxydatif. Et donc pour ce faire, nous avons travaillé avec des souris âgées de 10 mois, donc des souris sauvages et des souris qui avaient moins d'OPA1. Et en fait, elles ont toutes été nourries avec ce régime gras pendant 3 mois. Et à la fin, nous avons récupéré donc les cortex, notre organe d'intérêt ici, pour identifier les acteurs du métabolisme oxydatif. Donc nous avons dans un premier temps vérifié la validité de notre régime, comme a pu vous le présenter un petit peu Bruno dans la présentation d'avant. Et ce que l'on constate ici, c'est qu'on a bien une augmentation de la prise de poids pour les deux groupes de souris avec le régime riche en gras. De plus,
Ici, nous avons regardé au niveau de l'index qui permet finalement de mesurer, cet index-là permet de mesurer la résistance à l'insuline. Donc vous avez vu que cela était délétère. Et ce que l'on constate ici, c'est que peu importe le phénotype de nos souris, donc qu'elles soient sauvages ou avec moins d'OPA1, il y allait avoir une augmentation de la résistance à l'insuline avec ce régime gras. Donc on voit bien ici, on a bien confirmé dans un premier temps que le régime gras avait bien fonctionné et donc avait eu cet effet délétère sur le métabolisme des souris. Donc, notre travail ici a été d'identifier les mécanismes. Donc, nous avons simplement en amont vérifié dans nos groupes de souris qu'on avait bien cette diminution de la protéine d'intérêt. Donc, on a une diminution significative d'environ 50% pour les souris OPA1+- par rapport aux souris sauvages. Et donc, au niveau du métabolisme mitochondrial, nous avons regardé la biomasse qui représente la quantité des mitochondries à travers 2 protéines. Et ce que l'on constate ici, c'est qu'il n'y a pas de différence pour ces 2 protéines entre nos 2 groupes de souris, que ce soit sauvage ou OPA1, +-. Naturellement, nous sommes allés voir la production donc, de nos polluants, de nos ROS, et cela est possible à travers la mesure de l'activité d'une enzyme qui s'appelle l'aconitase et qui se situe au sein des mitochondries et qui a un rôle très important pour la formation donc, de notre ATP. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette enzyme est très sensible à la production de l'anion superoxyde de notre polluant qui vont en fait inhiber son activité. Donc ici, ce que nous avons constaté, c'est que pour les souris qui ont moins d'OPA1, on a une diminution significative de l'activité de notre aconitase. Et donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que les souris qui ont une diminution de l'expression d'OPA1 et qui en plus sont nourries avec un régime AFAT vont avoir une augmentation de la production des ROS et donc des polluants au sein de notre mitochondrie. Donc ici, ces premiers résultats ont permis de nous donner un premier côté de la balance quant à la production donc, de ces ROS et on voit bien que lorsqu'on cumule nos 2 challenges, on va augmenter la production des ROS. Donc tout naturellement, nous sommes intéressés à l'autre côté de la balance et donc les défenses. Donc pour cela, nous avons regardé les 2 acteurs que je vous ai présentés précédemment, les SOD et la catalase. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les SOD, nous avons regardé 2 formes de la SOD. Et ce que nous avons constaté sur nos résultats, c'est que les souris OP1+- présentaient une diminution significative par rapport aux souris wild-type uniquement pour la SOD2. On ne voit pas de différence pour la SOD1 ni pour la catalase. Nous avons également regardé d'autres protéines de ce métabolisme des défenses antioxydantes et on voit bien ici sur le résumé graphique que seule la SOD2 est diminuée lorsqu'on perd OPA1 sous un régime IFAT. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la SOD2 est la forme de SOD qui se situe au sein des mitochondries, alors que la SOD1 se situe plutôt à l'extérieur de la mitochondrie. Et donc, qu'est-ce que nous montrent ces résultats-là? C'est que finalement, lorsqu'on va avoir notre régime riche en gras, plus la diminution d'OPA1, on va diminuer l'expression de la SOD2 mitochondriale et donc finalement diminuer les défenses antioxydantes au sein même des mitochondries. Donc, pour remettre un petit peu tout ensemble, qu'est-ce que nous avons fait au cours de ce travail-là? Eh bien, nous avons soumis les souris à 2 stress, donc notre stress endogène par la diminution d'OP1 initiale, puis nous avons ajouté le stress exogène par notre alimentation déséquilibrée riche en gras, et nous avons regardé ce qui pouvait se passer au niveau du cerveau et comprendre au niveau de ce mécanisme sous-jacent. Et donc, ce que nous avons observé, c'est que de par l'augmentation de la production de ces ROS et la diminution des défenses antioxydantes dans les mitochondries, on allait rompre l'équilibre de la physiologie ici de notre métabolisme oxydatif au sein des mitochondries dans le cortex des souris. Et donc finalement, cela nous amène à nous poser la question du rôle ou de l'implication que pourraient avoir les désordres métaboliques, notamment ici les mécanismes du métabolisme oxydatif, comme acteurs dans le cerveau qui pourraient être responsables à plus grande échelle de problèmes plus compliqués et favoriser la survenue de troubles cognitifs, voire l'apparition de pathologies à long terme.
Et ce qui est très intéressant avec ces travaux-là, c'est qu'on a vu ici que l'accumulation de challenges était finalement problématique, notamment dans la perte de robustesse de nos systèmes. Et cela peut être appliqué à d'autres champs de recherche, comme ceux que j'ai pu faire au cours de ma thèse dans le cadre du vieillissement, puisqu'on sait qu'au cours de notre vie, on va être soumis à différents stress, et notamment, par exemple, si on a une alimentation déséquilibrée tout au long de notre vie, et ce qui pourrait donc intervenir dans les pathologies liées au vieillissement. Donc ça, c'est un domaine d'études qui s'est beaucoup développé dans le monde depuis quelques années, et notamment à Toulouse. Et donc simplement pour terminer, il faut surtout retenir que l'important, c'est de garder l'équilibre, que ce soit au niveau de l'alimentation, qui peut se répercuter finalement à l'échelle de nos cellules. Merci beaucoup.